Alors nous, sans transition, je déclare ouverte la table ronde consacrée à la gestion internationale de la crise migratoire. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je remercie d'abord évidemment les doctorants de l'ERDP de m'avoir confié cette présidence. En préparant quelques mots, je me suis demandé pourquoi. Parce qu'en réalité, tels les persans de Montesquieu qui découvrent l'Occident et Paris, je m'aperçois quand même que je ne suis pas dans mon champ de spécialité, je sors de ma zone de confort. Alors je les remercie évidemment à tous de m'obliger à travailler un petit peu. Cela dit, comme les persans, je découvre aussi que j'ai beau sortir de mon champ de confort, je retrouve évidemment des centres d'intérêt communs et des ponts entre mes spécialités et la question qui est abordée aujourd'hui. Ensuite, je les remercie parce que je dis toujours que les doctorants sont l'avenir de l'université. Et quand je vois la grande qualité du programme et des communications que nous avons entendues jusqu'à présent, eh bien, je suis confiante dans l'avenir de la recherche française. Donc, merci, puisqu'évidemment, c'est vous qui prendrez la relève. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Oui, je vais quand même dire 2-3 mots du fond. Alors, 2-3 mots du fond. Depuis ce matin, nous avons entendu que nous sommes confrontés à une crise migratoire d'une ampleur sans précédent, inégalée. Alors, on s'est interrogé sur la véracité de l'adjectif inégalé, puisqu'évidemment, on a entendu parler de théâtralisation de la crise, du rôle d'instrumentalisation de la crise par les médias et par certains politiques. Quoi qu'il en soit, il n'en demeure pas moins que les chiffres sont là. En 2015, un homme sur 123 dans le monde a été contraint de fuir son domicile. On sait que la question fait débat au plan politique, évidemment. On sait qu'elle agite beaucoup la doctrine, et notamment la doctrine juridique. Il se trouve que ce matin, je recevais dans ma boîte mail le dernier numéro du German Law Journal consacré à la crise migratoire. Donc c'est un thème toujours d'actualité. Évidemment. On sait que c'est une crise qui fragilise terriblement toutes les régions du monde, surtout depuis que les flux migratoires sont devenus interrégionaux et plus seulement sud-nord, et qu'ils concernent aussi la relation horizontale sud-sud. Et on sait que c'est une crise qui pose le défi, et on l'a entendu tout au long de la journée, le défi de la masse, de la massification, comme nous l'expliquera Manon Dauzen dans sa communication tout à l'heure. Alors, du point de vue de la personne que je suis, les raisons de la crise, je pense qu'on peut les rattacher à 2 catégories. 2 catégories de facteurs. Premier facteur, les moyens de l'exil. Les moyens de l'exil, évidemment, ils ont évolué. Ils bénéficient, comme tout rapport sociétal, d'innovation technologique, l'innovation des transports, l'innovation des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Il bénéficie aussi, malheureusement, du développement de nouvelles formes de criminalité transnationale. On a entendu parler beaucoup des passeurs, qui font évidemment de ce drame humain un business juteux. Mais les menaces elles-mêmes se sont multipliées. Les menaces elles-mêmes se sont multipliées, leur nature s'est complexifiée. À côté de la menace traditionnelle provenant d'agents étatiques persécuteurs, finalement. On voit se développer une menace provenant d'agents privés. On pense évidemment aux groupes terroristes. On voit aussi proliférer des menaces d'une nature très particulière qui ne se rattachaient pas nécessairement aux causes évoquées dans l'article 1 de la Convention de Genève, dont nous allons parler à cette table ronde. Je pense ici aux menaces de nature sexuelle. Et à côté de ces menaces, d'origine humaine donc, nous avons des menaces dont l'origine humaine est beaucoup plus indirecte, les menaces environnementales dont nous parlera Romain Gosse tout à l'heure. Alors, vous l'avez vu, j'imagine, il y a une gradation dans la construction de cette journée, construction parfaite, je le rappelle. On part d'un petit point géographique, le cadre national, pour atteindre un champ géographique maximal, la communauté internationale. Alors, que fait la communauté internationale pour faire face à cette crise ? Là encore, il me semble que la communauté internationale est confrontée à 2 sortes de difficultés. Première difficulté, la question de l'adaptation des instruments normatifs et institutionnels par rapport à l'ampleur de la crise et à sa nouveauté. Je vais d'abord parler rapidement de la Convention de Genève. La Convention de Genève de 1951, elle n'envisageait pas, bien évidemment, toutes les causes actuelles du phénomène migratoire.
On dit souvent que la qualité d'un grand traité, en tout cas moi c'est ce que j'enseigne à mes étudiants, et j'en vois certains de Master 1 dans l'amphi, la qualité d'un grand traité, c'est sa résilience. C'est sa capacité à s'adapter à l'évolution des contextes sans être modifié. C'est ce qu'on dit aussi d'ailleurs de la qualité d'une grande constitution. Une constitution, normalement, n'a pas besoin d'être révisée tous les 4 matins. Bon, un traité, c'est la même chose. Un traité, c'est la même chose. Bon, en même temps, l'élasticité de l'instrument conventionnel, elle n'est pas infinie. Elle n'est pas infinie. Il y a toujours un point de rupture au-delà duquel l'interprétation extensive des dispositions conventionnelles va conduire à leur dénaturation, à la dénaturation des droits et obligations qui sont consacrés. Et donc, on ne peut pas interpréter à l'infini un instrument qui n'est pas adapté à la situation qu'il doit régir. C'est la raison pour laquelle on voit poindre des difficultés dans l'application de la Convention de Genève de 1951. Je ne vais pas trop développer, je rassure Manon, mais quand même, je dis juste un mot. Je travaille un minimum quand même pour cette présidence. Donc, je dis juste un mot pour vous dire que le HCR, dont nous allons parler tout à l'heure, M. Laborde va nous en parler, le HCR et les États eux-mêmes confrontés au phénomène parviennent à interpréter la Convention de Genève pour inclure dans les agents persécuteurs des agents autres qu'étatiques, des agents privés. Ils parviennent aussi à interpréter la Convention de Genève pour y faire entrer des exactions commises qui n'étaient pas nécessairement directement rattachées au motif de persécution de l'article 1. Néanmoins, on voit une grande réticence des États et aussi du HCR à étendre la portée de la Convention de Genève à certains facteurs. Inclure, par exemple, la question du réchauffement climatique dans la portée de la Convention de Genève, M. Goss nous en parlera, inclure la question de la survenance d'un conflit armé ou la question de la condition économique des réfugiés. Toutes ces questions font débat et les institutions chargées d'appliquer la Convention vont examiner très précisément si, en l'occurrence, les conditions de l'article 1 sont bien remplies. Donc voilà, à mon avis, la première difficulté de la communauté internationale, c'est comment faire du neuf avec du vieux? Comment gérer une crise nouvelle avec des instruments qui datent des années 50? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est la capacité des institutions elles-mêmes à s'adapter. Vous parlerez tout à l'heure, cher monsieur, je crois, alors je n'ai pas le bon titre, j'imagine, c'est ça, mais de la question de l'élargissement des missions du HCR, c'est ça, voilà. Donc l'élargissement du mandat du HCR, jusqu'où cet élargissement peut-il aboutir? Il y a aussi la question de la capacité financière des institutions internationales pour gérer la crise. Je regardais encore tout à l'heure, 300 000 $ de budget annuel du HCR en 1950, 6,54 milliards de dollars aujourd'hui, et pourtant le HCR dénonce une insuffisance de budget. Donc ça aussi c'est un défi que la communauté internationale doit prendre en compte. Et enfin, dernière catégorie en fait de problématiques qui se posent à la communauté internationale. Et là je reviens en fait, j'étais très très séduite par le titre général de la journée d'études, l'exercice du pouvoir. Alors face ou dans la crise migratoire, effectivement, on peut choisir l'alternative. Bon, l'exercice du pouvoir. L'exercice du pouvoir dans la communauté internationale, il est très différent bien sûr de l'exercice du pouvoir dans les communautés nationales ou même européennes. La communauté internationale, ça n'est évidemment pas le cadre étatique, ni même le cadre intégré de l'Union européenne. Le pouvoir est dilué, et le pouvoir va être soumis au respect des principes cardinaux du droit international et des caractéristiques de la société internationale, c'est-à-dire une société décentralisée, entre États souverains, qui respecte le sacro-saint principe du consensualisme, qui respecte, en tout cas qui essaye de respecter la souveraineté territoriale de l'État, avec donc une force du pouvoir régalien qui s'exprime dans la communauté internationale, et un droit, et évidemment ça me chagrine de le dire, mais quand même, disons-le, un droit dont les obligations sont faiblement sanctionnées. Dès lors, la question du droit international applicable aux réfugiés va devoir faire avec ces caractéristiques de la communauté internationale. Donc, par exemple, l'application de la Convention de Genève va subir de nombreuses violations de la part des politiques migratoires mises en place par certains États. Je pense ici à la question de l'article 33 de la Convention, je ne sais pas si vous allez en parler, j'imagine, sur la politique de sur le non-refoulement, l'obligation de non-refoulement.
quand on compare cet article avec les politiques, notamment de sécurisation des côtes maritimes, mises en place par certains États, qui se dépêchent d'envoyer leur marine nationale intercepter les bateaux de migrants et les renvoyer vers des lieux peu sûrs pour leur intégrité, contrairement à l'article 1 et à l'article 33 de la Convention. Et là, que peut faire la communauté internationale? Pas grand-chose, parce que je vous l'ai dit, le droit international est un droit malheureusement faiblement sanctionné, c'est sa caractéristique. Deuxième problème, les institutions internationales vont aussi devoir gérer des situations qu'elles n'étaient pas censées gérer. Je pense ici à la question de la pérennisation des camps et des grands camps et à la situation kenyane. Normalement, quand le HCR gère des camps, c'est nécessairement temporaire. Et ici, on se retrouve au Kenya, notamment avec en ce moment en plus l'afflux massif Sud-Soudan, on se retrouve avec des camps de taille gigantesque qui restent permanents finalement, quasi permanents. Et donc ça aussi c'est un défi bien sûr que la communauté internationale doit prendre en compte. Alors j'ai déjà trop parlé, et donc je vais céder la parole justement, puisque j'ai quand même beaucoup parlé de la Convention de Genève, je vais céder la parole à mademoiselle Manon Dauzaine,